Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission Potager. Nous sommes fin octobre, début novembre, vous êtes peut-être en vacances d'ailleurs, et puis on bénéficie pourtant d'un beau temps, d'un temps assez clément, mais ici dans les Vosges ça va se compliquer puisque d'ici une semaine, eh bien, les températures vont descendre à 0 degré la nuit. Bon, c'est quand même pas non plus un temps exceptionnel, par contre on a un peu de brouillard, c'est un temps de Toussaint, c'est presque normal. Il y a d'ailleurs un dicton qui dit « Quand octobre prend sa fin, la Toussaint est le matin ». La Toussaint, eh bien oui, encore une fois, ça fait penser évidemment au brouillard, mais aussi aux chrysanthèmes qu'on pourrait mettre dans le jardin d'ailleurs, parce que c'est une plante charmante qui fait de la couleur et qui égaye un petit peu et nos potagers, nos jardins et nos balcons en cette période. Au sommaire de cette émission, on va planter un framboisier. On va planter aussi de l'ail, on va semer la roquette, on va repiquer la frisée, la salade frisée, on va récolter les bêtes, tailler les vivaces et cuisiner un gratin de bêtes. Les framboisiers préfèrent le plein soleil, mais ils peuvent s'adapter à la mi-ombre. Bon, mais c'est quand même le soleil qui donne le sucre aux framboises, alors c'est QFD. Ils préfèrent un sol bien drainé et riche, et ils ont besoin de place pour se développer correctement. La bonne circulation de l'air entre les tiges va éviter les maladies fongiques qui pourraient faire pourrir les fruits. Les framboisiers ont un système racinaire qui drageonne. Ça veut tout simplement dire que les nouvelles tiges sortiront de terre tous les ans à 15-20 cm des anciennes. Si le sol est lourd, eh bien on va améliorer le drainage en ajoutant du terreau. Bassiner le pot de culture, tremper le pot au moins 1 minute dans l'eau pour bien humecter la motte. Creuser un trou de 2 fois le volume du pot, allez même 3 fois si vous voulez. On retire ce pot et on va placer le framboisier dans le trou de manière à ce que la base de la tige soit au niveau du sol du jardin. Remplissez ensuite le trou avec de la terre mélangée au terreau, vous tassez pour éliminer les poches d'air et puis on va arroser après la plantation. Alors l'arrosage, ça va aider à l'enracinement du végétal. Ensuite, eh bien, pailler le pied avec du paillage organique comme de la paille, des copeaux de bois ou alors des feuilles mortes éventuellement, et puis appliquer une couche de paillis d'environ 5 à 7 cm d'épaisseur. Et après vous faites comme moi, vous restez devant les framboisiers en attendant la belle saison que ça pousse et qu'on mange des framboises. On peut planter l'ail en automne, alors l'idéal c'est avant les grosses gelées, donc octobre-novembre c'est le bon moment. Choisissez un endroit ensoleillé avec un sol bien drainé. Vous pouvez ajouter du compost éventuellement pour enrichir le sol. Utilisez des bulbes d'ail de bonne qualité. Dans le commerce, ils sont certifiés sans maladie. Chaque gousse deviendra une nouvelle plante. Plus les gousses sont grosses, plus elles produiront de gros bulbes. Plantez chaque gousse à une profondeur d'environ 5 à 7 cm, la pointe vers le haut. Si vous faites des lignes, eh bien, espacez les gousses de 10 à 15 cm les unes des autres et laissez environ 30 cm entre les rangées. Si vous considérez que le terrain est un peu trop humide, eh bien, vous pouvez planter sur des buttes afin de limiter l'humidité. Par contre, on va bien arroser après la plantation pour assurer un bon contact entre les gousses et la terre. Vous pouvez terminer en couvrant le sol avec une couche de paillage comme la paille ou les paillettes de chanvre par exemple. Maintenez le sol sans herbes indésirables afin d'éviter la concurrence pour les nutriments et l'eau. Et pour la récolte, ça ne sera pas avant le mois de juin-juillet de l'année prochaine. Oui, je sais, c'est long, mais plus c'est long, plus l'ail est bon. Il existe 2 types de roquettes, une roquette annuelle et une roquette vivace. La première a des feuilles plus larges et une saveur douce. Elle germe, pousse, fleurit et produit des graines en une seule année. Après, elle meurt. La roquette vivace a des feuilles plus fines et une saveur plus piquante et poivrée. Elle peut vivre plusieurs années. Les deux sont récoltés en 4 à 6 semaines après le semis. Pour les 2 variétés, le semis se fait en plein soleil, alors en pleine terre ou même en serre. Le sol doit être bien drainé, passer la rotogriffe pour le décompacter et le rendre plus meuble. Vous pouvez ajouter du terreau pour qu'il soit plus riche en nutriments. À l'aide d'un râteau, incorporez le terreau à la terre du jardin. Vous pouvez semer les graines en les espaçant de 2 à 3 cm les unes des autres et en laissant environ 15-20 cm entre les rangées. Bon, seulement, vu la taille des graines, il est plus facile de les semer à la volée sur une petite parcelle dédiée. On va juste rajouter du terreau par-dessus les graines en passant le râteau. Puis avec le dos de votre outil, tassez bien pour les fixer contre le sol. Arrosez copieusement toute la parcelle. N'oubliez pas de mettre une étiquette au milieu de vos semis. Bon, attendez quand même que ça pousse, mais après, vous pouvez la consommer en pesto, c'est excellent et c'est original.
La chicorée frisée, on l'apprécie pour ses feuilles très croquantes. Elle a aussi l'avantage d'être facile à cultiver et à repiquer. On va utiliser une petite pelle pour soulever délicatement les plants avec une motte de terre autour des racines. On fait un trou de à peu près 2 fois le volume de la motte et on va ajouter un peu de terreau en mélange à la terre de plantation. Alors cette technique permet de rendre le substrat plus meuble et ça va faciliter l'installation des racines de ces petites mottes. Pour la distance, c'est tous les 30 cm et puis si vous faites des rangs, tous les 40 cm entre chaque rang. Plantez-les de façon à ce que la surface de la motte arrive à hauteur de la terre de plantation. Alors n'enfoncez pas la base des feuilles trop profondément. Et puis ensuite vous arrosez en pluie fine après le repiquage pour aider les plants à s'établir correctement. L'arrosage doit être régulier mais éviter l'excès d'eau. Et ensuite on va retirer les mauvaises herbes juste pour éviter la concurrence et que votre salade pousse du mieux possible. Lorsqu'elle pousse, on peut rajouter une cloche au milieu pour la faire blanchir, mais ça on verra plus tard. En fonction des régions, cette petite plante qui est entre mes pieds s'appelle la bête, la blette, la poirée ou même la bétacarde. C'est une bisannuelle, donc son cycle de vie se fait sur 2 ans. Ça veut dire qu'elles peuvent passer l'hiver au jardin et repartir au prochain printemps. Au printemps justement, elles vont produire beaucoup de graines et mourir après cette production. Mais vous pouvez récupérer des graines. Si vous ne voulez pas de la production de graines et si vous voulez récolter la plante entière, coupez-la à la base, juste au-dessus du niveau du sol. Vous pouvez aussi arracher la plante entière en tirant doucement sur la tige. Si vous souhaitez récolter vos propres graines au printemps prochain, vous pouvez couper les feuilles extérieures des plantes à la base avec un sécateur. Cela permet à cette plante de continuer à pousser et de produire de nouvelles feuilles. Tout se mange dans la bête. Vous pouvez ainsi récolter les côtes, ce sont les tiges blanches ou colorées, et les feuilles. Et si les côtes sont souvent utilisées dans les plats cuisinés, les feuilles peuvent être élaborées aussi crues que cuites. Bon, la bête, c'est vraiment un légume-feuille très facile à cultiver. Et elle va très bien dans les Vosges, tout le monde connaît la bête des Vosges. En général, au jardin d'ornement, on taille les vivaces lorsqu'elles ont fini leur cycle de floraison. Et bon, si elles sont encore en fleurs, évidemment, on va les laisser. Tailler les plantes vivaces à l'automne va les préparer à passer l'hiver. La plupart des vivaces, comme la menthe par exemple, ont des parties aériennes qui disparaissent ou sèchent pendant la période froide. Pour tailler, on va utiliser un sécateur bien propre et bien aiguisé pour avoir une coupe franche. Dans un premier temps, on va couper les fleurs fanées et si les feuilles sont encore vertes, on peut les laisser. Si les feuilles sont déjà jaunes et sèches, vous pouvez alors tout tailler. On va couper au plus ras. Sinon, vous pouvez aussi couper en petits bouts et laisser sur la terre en compostage de surface. Ça s'appelle un cercle vertueux de recyclage. Les vivaces, c'est quand même des plantes cool, hein. Ça repousse chaque printemps, ça disparaît l'hiver, ça repousse au printemps, ça disparaît l'hiver, et ça repousse au printemps, etc., etc., etc. On finit par la cuisine, et avec la bête, on va se faire un bon petit gratin. Pour cette recette, il vous faut des bêtes, 2 œufs, 2 cuillères à soupe de maïzena, un quart de lait, un pot de crème épaisse, 20 g de beurre, 4 gousses d'ail, du fromage râpé, de la noix de muscade. Lavez les blettes, coupez-les en morceaux. Faites-les cuire dans de l'eau bouillante à peu près 8 minutes et laissez égoutter. Dans une poêle, faites fondre 20 g de beurre et ajoutez l'ail coupé et les bêtes. Faites dorer le tout, ça a déjà l'air bon. Et puis ensuite, dans un saladier, on va mélanger le lait, les œufs, la maïzena, la crème fraîche et la noix de muscade. Vous prenez un plat à gratin et vous placez les blettes cuites. Arrosez-les avec le mélange. Et puis vous parsemez le dessus de fromage râpé et vous enfournez 35 minutes à 200 degrés, au four bien sûr. Bon, faites le test avec ce gratin, vous m'en direz des nouvelles. C'est déjà la fin de cette émission, on va se retrouver le 15 novembre. D'ici là, j'espère qu'on aura eu des premières gelées parce que les gelées, mine de rien, c'est important pour le jardin, même si vous n'aimez pas tous, ça fait rien. Il nous en faut. Allez, à bientôt.